Bonjour et bienvenue sous le hangar. Aujourd'hui dans le Zoom de l'expert, on va vous parler d'une interculture, la cameline. Elle revient dans les fermes, on va en parler avec Sam, notre expert, comme on le fait toujours dans le Zoom de l'expert, mais aussi avec d'autres experts pour bien comprendre l'intérêt et comment on pratique cette culture. Allez, c'est parti! Alors pour cet épisode, on va avoir plusieurs interlocuteurs et entre autres Stéphane. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour Thierry. Voilà, tu es responsable donc de la ferme d'Euro-France, c'est bien ça? Tout à fait. Aussi, on aura Cédric, donc ingénieur agronome chez Cepol. On va avoir aussi Guillaume qui va nous présenter l'intérêt de la filière dans cette interculture. On aura aussi Nicolas qui va nous faire un topo sur les réglages de la machine, de la batteuse pour pouvoir optimiser la récolte de cette production. Et aussi notre expert Sam qu'on va rejoindre juste après quand on ira dans la parcelle. Mais pour commencer, je vais te demander déjà Stéphane, dis-nous un petit peu pourquoi tu as voulu te lancer dans cette production qu'est la cameline. On a été sollicité au printemps pour implanter cette interculture. On est assez fervent de la couverture du sol, donc c'était une culture qui nous convenait bien pour couvrir le sol l'été. Ça correspondait bien à l'assolement et aux productions que vous aviez? Tout à fait, parce qu'on est plutôt en production blé dur, maïs, pommes de terre, oignons, donc ça rentrait bien dans la rotation. D'accord. Ici, pour le dire, on est situé dans la Beauce, c'est ça? Au cœur de la Beauce. Au cœur de la Beauce. C'est avec un semoir de chez vous que vous avez implanté cette interculture? On a eu deux modalités. On a la première, 10 jours avant la récolte, on a semé à la volée avec un semoir à rampe de 36 mètres. D'accord, donc en grande largeur à la volée. Tout à fait. Et puis 2 jours après la moisson, on est venu semer avec le semoir à dents. Les pailles sont restées au sol. Les pailles sont restées, mais un semoir à dents plutôt pour pouvoir faciliter l'implantation. Voilà. Alors au niveau du semis, c'est une très petite graine. Vous avez utilisé quel réglage pour pouvoir semer correctement? En fait, on s'est basé sur les réglages du colza. On a diminué la soufflerie comme pour un colza, sachant que cette graine, la cameline, c'est une graine qui est encore plus petite que le colza. Le PMG, c'est 0,9 g pour 1000 g. D'accord, c'est hyper léger alors. Oui. Ça risque de s'envoler si on envoie trop de souffle. Voilà. Techniquement, on voulait être sûr de pouvoir bien positionner la graine dans le sol. On n'avait aucune connaissance, donc on a fait deux modalités, 2 profondeurs différentes. Et laquelle était la plus efficace? Aucune différence. Et c'était quoi les profondeurs? 1 cm et puis 3 cm. D'accord, donc ça laisse une petite marge. Voilà. On était en conditions humides. Donc, Les 2 modalités ont fonctionné? Tout à fait. Surtout le semis avant récolte. Surtout le semis avant récolte. Conditions de l'année aussi certainement. Voilà. Donc bonne implantation dans... En termes de développement et on a gagné 10 jours. On a semé 10 jours avant la récolte et ces 10 jours-là, on les récupère aujourd'hui facilement. Est-ce qu'on peut aller voir dans le champ comment ça s'est implanté? Oui. Allez, c'est parti. Et dis-moi Stéphane, tu me disais, donc c'est la première fois que tu mets ça en interculture. Tu as l'habitude de mettre des couverts d'interculture? Alors oui, on met des couverts, mais là en l'occurrence, on fait beaucoup d'agriculture de conservation. Ouais. Et du coup, on veut pas laisser un sol nu après la récolte. Et donc du coup, en l'occurrence, on a implanté cette cameline là pour aller un peu plus loin dans le processus, quoi. Dans la réflexion, tu te dis un seul couvert c'est bien. Un peu de rémunération, c'est possible aussi, et puis partir en énergie renouvelable aussi, c'est intéressant. Voilà. Je suppose que pour cette implantation et pour le suivi de la culture, tu t'es fait accompagner? Oui, on a eu Cédric de chez Cepol. Eh ben écoute, du coup, je vais le rejoindre pour en parler un petit peu, et puis merci de ta présentation. À bientôt. Je rejoins Cédric. Bonjour Cédric, ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va? Tu es agronome donc chez Cepol, ingénieur agronome chez Cepol. Tu as accompagné Stéphane au niveau de la culture. J'aimerais avoir un peu plus de renseignements sur sa place de rotation, comment ça fonctionne et te poser quelques petites questions. Comme d'habitude dans le Zoom de l'expert, on va poser quelques questions aussi à Sam, notre expert indépendant. Alors je l'appelle tout de suite et puis on se met en visio ensemble. Tiens, Salut Sam, ça va? ça va et toi Thierry? Bah écoute, ça va impeccable.
Bon, il pleut un petit peu, on est dans la bosse, mais c'est pas trop mal. Donc, je suis avec Cédric, qui est ingénieur agronome chez CEPOL. On va parler un petit peu de cameline. Comme tu te doutes, je vais poser quelques questions sur la culture. Et je vais peut-être commencer tout simplement par ton avis pour l'introduction de cette culture dans une rotation en interculture. Comment ça peut se passer? En fait, la cameline, c'est un peu une vieille histoire puisqu'on l'a pas mal utilisée dans les années 90-2000 comme couvert végétal. Mais on s'est vite aperçu que c'était une petite graine. Hein, c'est une graine qui a un PMG très petit. Donc il faut semer très précisément et c'était pas toujours facile de l'associer avec les couverts. Donc c'est une cousine du colza finalement. Hein, c'est une oléagineuse comme le colza. C'est la même famille, les brassicacées. Voilà, c'est une plante qui est peu exigeante en intrants. C'est tout l'intérêt. Et puis elle supporte bien la chaleur, elle supporte bien le sec. Donc elle est cultivée, je crois, dans certains pays comme l'Espagne en culture principale, mais c'est pas du tout les mêmes dates de semis, c'est un peu comme une moutarde, ça se sème en avril-mai, c'est des variétés particulières, et donc ça faisait plusieurs années que c'était des anciennes variétés, et là depuis 3-4 ans, on voit arriver des variétés avec des cycles beaucoup plus courts, où justement elles seraient plus aptes, on va dire, à être utilisées en interculture, pouvoir peut-être même les récolter. Alors il faut des cultures devant des précédents qui soient libérables assez tôt, hein, peut-être un escourgeon, peut-être des protéagineux, pour pouvoir l'implanter, puisqu'elle va avoir un cycle de 90 jours à peu près, tu vois, comme une moutarde, 90-100 jours. Donc ça veut dire qu'il faut le faire, on va dire, début juillet, hein, ce serait l'idéal, mi-juillet maximum, si on ne veut pas les récolter trop tard. Donc là aussi, les conditions de récolte sur octobre, fin septembre, mi-octobre, ça va être à peu près les plages de récolte, un petit peu comme on ferait avec un sarrasin, mais avec un cycle encore un petit peu plus long. Voilà, donc c'est une culture voilà, qui peut être intéressante. C'est quoi les points essentiels pour réussir une bonne implantation et une bonne culture? Je pense que Sam a dit les principales choses. En interculture d'été, ce qui est primordial, c'est la date de semis. D'accord. Ne pas dépasser le 10 juillet. Sinon, on prend le risque de ne pas arriver à maturité et de ne pas pouvoir récolter dans de bonnes conditions. Et le semis, c'est-à-dire que c'est une interculture, donc il faut vraiment apporter un soin tout particulier à cette étape du semis qui va être réalisée dans des conditions un peu plus dures qu'un semis de printemps ou un semis d'automne. Parce qu'on va semer la cameline fin juin, début juillet. Donc il va avoir plus de sec. Toutes les techniques culturales simplifiées, ceux qui ont l'habitude de faire du semis direct de colza par exemple, vont se retrouver dans le semis de cameline. D'accord, on va être à des semis comparables à ceux du colza, petites graines, dans les conditions plutôt semis à dents a priori, outils à dents pour semer qu'à disque. Donc les deux précédents, les plus favorables en termes de libération, date de libération de la parcelle, ce sont les pois protéagineux d'hiver et les escourgeons. Après, pois, c'est relativement simple parce qu'il y a peu de paille au sol. Parce que là, en termes de technique de semis, on est plus libre. On peut avoir le choix entre des semoirs à disque ou des semoirs à dents. Par contre, derrière orge d'hiver, le principal point, c'est la gestion des pailles. Donc là, il faut ou exporter les pailles, mais dans un délai très court. Et donc ça, il faut avoir la possibilité matérielle, technique, via un voisin ou en étant équipé, de pouvoir enlever les pailles rapidement, ce qui n'est pas possible partout. Ou alors de semer dans les pailles. Et là, le semis direct à dents est préconisé. Et le plus important, adapté, plus adapté. Voilà. Ok. Dis-nous Sam, tes conseils aussi à toi pour réussir une bonne implantation et comment ça va bien se gérer au niveau de la rotation, hein, c'est quand même le point principal je pense. En fait c'est une culture qui a vraiment une petite graine hein, par rapport au colza, hein. Tu vois c'est un PMG de 1, un colza c'est un PMG de 3, 4 jusqu'à 6, 7, hein. Donc tu vois c'est vraiment particulier. Donc le semis à la dent, il faut être très très près de la surface. Alors le semis à la volée serait adapté s'il n'y a pas de volume de paille en effet, parce que on sera plus précis, on sera vraiment près de la surface. À la dent on va avoir du mal à semer aussi peu profond, il faut être clair là-dessus, en tout cas avec bon nombre d'outils, hein, ça va être très particulier. Bien nettoyer le sillon c'est sûr. Alors c'est vrai qu'à derrière des protéagineux on évitera le problème de la gestion de la paille qui reste quand même l'enjeu, mais c'est là qu'on va sans doute réfléchir à ajouter quelque chose comme on pourrait le faire avec un couvert végétal, hein, quelques unités d'azote, hein, ce serait sûrement indispensable si on veut une bonne installation. C'est une crucifère, elle est gourmande comme les autres, un tout petit peu en tout cas pour s'installer. Et puis au lieu d'exporter la paille, on pourrait peut-être éviter de le faire en justement compensant par une localisation, hein, peut-être d'engrais azotés. Ça c'est le premier point. La nutrition, on va dire que ça va être l'enjeu avec l'humidité bien entendu, comme pour un colza.
Le deuxième point, je pense, c'est qu'on passera peut-être pas à côté du désherbage, puisque c'est quand même quelque chose qui est important. Il faut une culture propre, hein. Il manquerait plus qu'au milieu de cette cameline, qui va être récoltée déjà dans des conditions un peu particulières, on ait un salissement. Concernant les désherbages chimiques, on peut voir qu'on est quand même limité en solutions homologuées. Et la filière, si elle veut développer la cameline, notamment en interculture, elle va devoir sans doute investir dans des dossiers d'homologation ou obtenir des dérogations d'usage pour les produits utilisables en colza notamment, qui passeraient sans doute sur cette culture. Deuxième point à être vigilant, c'est l'impact que ces produits auront sur une culture d'automne ou une culture de printemps, car tout n'est pas possible lorsque l'on utilise ce type de produit, même si des solutions techniques existent où on pourrait utiliser des doses très faibles du fait de la période courte de cette interculture. On n'a pas besoin d'une grosse rémanence des produits de désherbage, donc il y a sans doute des solutions à travailler de ce côté-là. Alors après, il y aura des méfiances à avoir vis-à-vis de la rémanence des produits précédant la culture. Si sur le précédent on a géré des chardons par exemple avec des sulfolinurés, qui sont des produits avec forte rémanence dans le sol, cela pourrait handicaper la levée de la cameline. Pour du colza, c'est un mois et demi plus tard, ça se passe souvent mieux, mais là on va être quand même assez précoce, donc ça reste quand même une question à se poser. Et puis après, comment va s'intégrer la cameline au sein d'un assolement, notamment quand on va l'avoir récolté, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un couvert végétal, finalement? Donc là, on est arrivé à mi-octobre, peut-être même fin octobre dans certains cas, on ne sait pas. Donc ça, c'est quand même important d'y penser, puisqu'on risque d'avoir des obligations vis-à-vis de la politique agricole commune, d'avoir une couverture derrière la cameline. Et si c'est pas le cas, les agriculteurs sèmeront peut-être une céréale à nouveau, avec une interruption au milieu, avec un couvert végétal interculture qui serait la cameline. Ça pourrait être une solution. Concernant le niveau de production de cette cameline en interculture, il faut s'attendre à des variations assez fortes selon la réussite du semis. Encore une fois, c'est le semis qui va tout définir, mais il faut attendre en gros à 100 kg de production hectare jusqu'à 1 tonne 2, peut-être une année exceptionnelle, mais ça n'ira guère au-delà sur un cycle aussi court, un peu comme un sarrasin, un peu comme toutes ces cultures qu'on essaye de caler entre deux cultures principales. Voilà, donc c'est important de le savoir pour justement limiter au maximum tout ce qui va être engagement de frais pour espérer un retour et une récompense vis-à-vis du travail de l'agriculteur. Et puis en dernier lieu, mais quand même c'est sans doute même à mettre en premier lieu, il y a l'aspect économique. Est-ce que réellement les engagements de frais, même si les semences sont pas trop chères pour le moment, et le travail du sol, l'implantation, etc., il y a quand même des investissements à faire de la part de l'agriculteur, il faut que le retour soit quand même une récompense intéressante qui vaille la chandelle. Mais voilà, donc c'est une culture quand même assez délicate, il faut le savoir, qui va nécessiter un certain type de sol. Donc voilà, mais c'est une solution quand même à étudier, à travailler. Et puis si tout le monde s'y met, on devra avoir des bons résultats à terme et surtout un bon retour d'expérience. Voilà Thierry, t'as plus qu'à aller voir la culture en direct. En tout cas, merci Sam pour ces précisions. Voilà, on a pu voir un petit peu pas mal de détails là-dessus. Allez, on reprend deux petits points. Densité de semis et les quantités d'azote, c'est quoi? Alors, densité de semis, 8 kg hectare. Donc, par rapport à de la cameline en culture principale, là, nous sommes en interculture d'été. Ouais. Donc, on sème à surdensité. D'accord, ça permet d'avoir une densité plus forte. Une densité plus forte, de mieux couvrir, de prendre en compte l'effet concurrentiel, par exemple des repousses de la céréale, et surtout sur ce que disait Sam sur la précision du semis, permet d'avoir un peu plus de tolérance avec des graines qui vont être un peu au-dessus ou un peu en dessous, sachant qu'en semis direct à dents, la profondeur cible, c'est 2-3 cm. Et s'il y a un déchômage parce que les conditions le permettent ou l'imposent, entre 1 et 2 cm. Mais surtout pas de semis superficiel, même en conditions humide, voire très humide. Alors hors le semis à la volée qui est un cas un petit peu particulier, parce que la graine peut sécher sur place, avec un effet un peu sèche-cheveux. Stéphane nous disait il a mis entre 1 et 3 cm et ça s'est très bien passé parfait. Dans des conditions un petit peu humides. Maintenant je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur la récolte parce que c'est un moment important, ça reste une petite graine. Important. Quelques réglages. Allez, on rejoint Nicolas pour le zoom sur la récolte. Bonjour, je m'appelle Nicolas Thibault, je suis ingénieur indépendant en agroéquipement et je travaille la récolte depuis près de 35 ans. Et je vous propose aujourd'hui de parler du battage de la caméline. Voilà, je vous propose dans un premier temps d'aborder d'abord l'alimentation de la machine. C'est un critère qui est déterminant comme pour beaucoup d'espèces. Donc on va voir en termes d'alimentation qu'il y a plusieurs points de détail dans la coupe qui sont abordés. En général, une moissonneuse-batteuse, c'est environ une 60aine de points de détail qu'il faut à la fois équiper et régler.
La coupe, c'est environ une dizaine de points de détail, donc c'est un élément très important. On peut ici parler de la coupe céréale classique pour la récolte directe. On aurait également pu parler du pick-up à tapis pour la reprise des andins, parce que la caméline peut également s'andainer. C'est tout de même une préférence pour avoir un produit un peu plus sec au moment de la reprise d'andins. Mais la coupe céréale, bien réglée, bien équipée, peut remplir les deux rôles. Alimenter de manière homogène et alimenter de manière régulière les organes de battage et de séparation. Plusieurs choses importantes, fondamentales. La première, c'est le sectionnement. Il faut que la machine puisse couper sans contrainte la matière. Et pour ça, il faut des doigts qui soient en bon état, parfaitement bien réglés au millimètre près, et puis des sections qui soient également en bon état. Elles peuvent être faucillées comme ici, auto-affûtantes. Le plus important, c'est la capacité de sectionnement de la machine. Cette capacité, elle dépend du modèle et de la marque de la coupe. Elle dépend également de la machine et de son système d'entraînement. Donc cette capacité de sectionnement pour la caméline, c'est de préférence au moins 1150 coups minutes. Sinon on a des problèmes de difficulté, d'arrachage de plantes. Autre élément déterminant, c'est la vis d'alimentation que vous avez derrière, équipée de spires, équipée de doigts escamotables. Pour ici, on a un exemple qui est très intéressant. Les doigts escamotables sont bien réglés vers l'avant et surtout, ils accompagnent la matière dessous logé de la vis afin d'accompagner la matière vers le convoyeur. Ça permettra à l'alimentation d'être régulière. Inutile d'avoir une rallonge, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est le régime de vis, la position des doigts escamotables, la hauteur, la position des racleurs qui sont derrière les vis. Tous ces éléments-là de détail conduisent à quelque chose de régulier dans la machine. Tous les modèles de battage conviennent pour battre la caméline. Chacun exige en revanche de la discipline en termes de réglage, que l'on ait un rotor ou deux rotors, qu'on ait un système d'organisation de multiples façons pour le battage et la séparation. L'important, c'est d'être bien équipé et surtout maintenant d'être bien réglé. Donc ici, vous êtes sur l'exemple d'une machine conventionnelle, plutôt élaborée. Elle a deux batteurs, elle a un séparateur rotatif et un tire-paille supplémentaire. Donc on a, avant les secoueurs, une organisation de battage qui est synchronisée en plusieurs temps. Et donc on va, pour chacun des éléments, devoir le régler et l'équiper dans les règles de l'art pour la caméline. Ici, le régime du batteur, qui est un gros batteur de 75, sera réglé à l'optimum pour la caméline entre 450 tours et 620 tours. Ça nous permet d'avoir entre 16 et 20 mètres par seconde de vitesse linéaire de battage. Inutile d'aller chercher une vitesse trop élevée, on va faire beaucoup de déchets, on ne prendra pas le temps de battre en caméline. A contrario, si on a un régime trop bas, la masse de végétation auquel on est parfois confronté en caméline va poser le problème d'inertie de batteur. Donc l'important, c'est d'avoir ici un batteur qui soit lourd, un tire-paille qui soit lourd, un séparateur qui soit lourd. Donc tous ces éléments-là dans la préparation de la machine sont essentiels pour que notre régime du batteur soit à l'optimum au champ. Le serrage du contrebatteur que l'on va régler à ce niveau-là visera à avoir à l'entrée du batteur 12 mm de valeur d'entrée et 6 mm d'écart entre batteur et contrebatteur à la sortie. Ça nous permettra avec 6 mm de casser les capsules de caméline. Les capsules de caméline font 7 mm de diamètre. Donc il nous faudra impérativement être serré légèrement plus fin pour briser toutes ces capsules et enfin libérer totalement le grain. 100% de battage est réalisé avec ces bonnes valeurs fines de serrage, 12 mm valeur d'entrée de machine, 6 mm valeur de sortie de machine. L'autre aspect de l'organe de battage fondamental, c'est le type de contrebatteur. C'est lui qui va nous permettre de réussir à briser les capsules et à libérer 100% du grain. J'ai apporté ici plusieurs modèles de contrebatteurs. On va rester sur les machines, qu'elles soient rotor ou conventionnelles ou hybrides, sur l'idée que pour la caméline, le contrebatteur céréal strict sera toujours le préféré. Le céréal standard, céréal protéagineux, permettra d'obtenir plutôt de bons résultats et systématiquement seront à proscrire tous les contrebatteurs maïs à fer rond. On a besoin d'espace entre fils fins pour battre les capsules de caméline, à l'instar d'un épier de blé, par exemple, qui nécessiterait quelque chose de très fin.
Pourquoi cet espace entre fils très fin? C'est tout simplement pour permettre à la caméline de passer entre les fils. Il n'y a aucune difficulté, elle fait 1 mm de diamètre. En revanche, l'espace entre fils fins nous permet de capter les capsules imbattues et de pouvoir les briser pour libérer la graine. C'est ça le réel battage qui s'opère dans la machine. L'organe de tri de la machine, c'est bien souvent entre 2 et 3 grilles supérieures et inférieures sur la moissonneuse-batteuse. Ça permet de trier les gros déchets, les déchets fins. La ventilation sur la moissonneuse-batteuse sera en général réglée à peu près au tiers de la capacité en termes de pourcentage mini-maxi sur la batteuse. Par exemple, pour une machine comme celle-ci, si elle commence à 500 tours au minimum, jusqu'à 1350, ça devrait nous imposer un réglage de base autour de 750 tours de ventilation pour la caméline. C'est un produit qui est extrêmement fin, la caméline, rond, tout petit, mais qui n'a pas de prise au vent. Donc en termes de tri, on verra d'abord à mettre en place une ventilation qui soit suffisamment forte, à savoir le minimum plus 30% de capacité. Par rapport au type de grille, il y a quelque chose qui est fondamental, là encore, pour avoir un produit qui soit plutôt sec et propre, c'est de choisir le bon type de grille. En général, on laisse sur la moissonneuse-batteuse les types de grilles dites céréales standard. Alors, je vous en ai apporté quelques exemples qui sont ici. On est sur le modèle qu'on appelle CZ3, là, ici. Donc, grille supérieure avec 3 cm entre axes de lamelles. C'est en général l'essentiel des grilles céréales. Vous avez la grille inférieure ici, céréales, donc la grille à gros déchets, la grille à bon grain, mais vous avez également d'autres modèles de grilles. Si on s'intéresse à celles-ci, par exemple, qui sont problématiques, on retrouve aujourd'hui dans la nature des grilles comme ça, qu'on appelle céréales, mais qui malheureusement sont particulièrement mal adaptées pour la caméline. Il est évident, par bon sens, qu'avec 30% de lamelles en moins, on a 30% de capacité de triage fin en moins. Donc on veillera à rester sur les grilles céréales classiques, céréales supérieures CZ3, céréales inférieures CZ2, mais on peut également avoir d'autres modèles comme ceux-ci là, qui nous permettront d'avoir exclusivement que la graine en trémie sans déchets. On réglera les grilles de façon simple. La grille supérieure sera réglée avec 6 mm d'ouverture, ici, pour recueillir les quelques capsules qui sont encore imbattues. Et la grille inférieure sera réglée à 3 mm pour laisser passer la graine, mais pour recycler les quelques capsules imbattues qui restent encore à parfaire par le retour au batteur ou par le batteur au hoton. Donc voilà, je vous propose en fait ce réglage de grille. En termes d'équipement, rester sur les standards céréales. Et en termes de réglage, 6 mm espace entre lamelles pour la grille supérieure, 3 mm espace entre lamelles pour la grille inférieure. Pour terminer, ce que je vous propose, c'est d'avoir un bon curseur sur ce qu'est un échantillon trémie de caméline réussi. En général, un lot possède toujours une fraction de déchets, pas trop vert, quelques fractions de capsules battues et une proportion de grains importante. Il peut y avoir une présence de verre, entre guillemets, à l'intérieur. Ce sont souvent des débris d'adventices qui ont été déchiquetés au moment du battage. Et en général, le lot se présente ainsi, avec une petite proportion d'impuretés qui sera très facilement triable dans le lot. Mais en tout cas, un aspect au toucher du lot qui ne soit pas trop huileux. C'est-à-dire qu'on a respecté la graine, bien battue, et ça nous permettra d'avoir un taux d'humidité qui soit convenable dans la benne. Lorsque le lot n'est pas très propre, on peut le valoriser avec une grille à trous ronds sur la moissonneuse-batteuse. Ça nous permet d'enlever ces déchets-là et de recueillir un produit qui soit cette fois-ci parfaitement conforme aux exigences de la filière. La caméline est propre, elle est sèche, et puis surtout elle va nous permettre d'être particulièrement facile à stocker et à conserver. Elle permettra justement d'être bien valorisée par la suite. Pour terminer cette séance, je ne peux que vous rappeler que vous avez à votre disposition un guide sur la récolte de la caméline, un guide qui a été réalisé avec la collaboration de CEPOL et de moi-même. On a essayé d'être très pragmatique
dans ce guide qui est téléchargeable, hein, que vous pouvez consulter sur votre téléphone, où vous pouvez avoir la mise en place des réglages de base sur la machine. Vous avez, et ça c'est quelque chose d'original, un guide des modifications de réglage au champ, où en fonction des observations, vous avez votre priorité de changement de réglage pour obtenir de bons résultats. Et enfin, un petit rappel sur les conditions de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui sont également des choses importantes en termes de maîtrise des impuretés dans la machine. Ce guide est consultable et plus que jamais, je vous incite à vous y configurer pour être plus serein en termes de récolte. Pour terminer, hein, pour clore cette séance, je vous souhaite de bonnes récoltes. Je vous souhaite surtout de ne pas aller récolter trop tard. Bien souvent, les récoltes sont un peu trop tardives en caméline. On se fait surprendre par l'aspect de la culture. Donc n'hésitez pas à anticiper la récolte. N'hésitez pas à bien équiper votre machine. Prendre le temps avec votre batteuse pour la caméline, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas hésiter à mettre en place des équipements spécifiques. C'est le cas de la grille à trous ronds inférieure sur la moissonneuse-batteuse. Vous serez surpris en trémie d'une qualité de travail exceptionnelle de la batteuse. Oui, c'est possible hein, de faire des lots de caméline qui soient parfaitement propres, plutôt secs et dans des conditions de rendement de chantier tout à fait honorables. Après ces précisions sur la récolte de la cameline, on va voir pourquoi en interculture elle reprend toute sa place et a de l'avenir certainement dans la filière. On va voir Guillaume. Bonjour Guillaume, ça va? Salut Thierry, ça va et toi? Ça va. Dis, j'ai quelques questions sur la filière. Pourquoi CEPOL s'intéresse-t-elle à la cameline en interculture? Alors, CEPOL s'intéresse à la cameline en fait depuis 2018 et on s'y est intéressé pour répondre à deux besoins croissants. Le premier, c'est les agriculteurs en fait qui mettent de plus en plus de couverts végétaux et qui veulent faire des cultures dérobées pour faire 2 récoltes en 1 an et donc augmenter le taux de couverture de leur sol. Et puis le deuxième besoin, c'est complètement différent, c'est l'aviation qui en fait à partir de 2025 doit se décarboner et donc va commencer à incorporer des biocarburants non conventionnels dans le kérosène fossile. Et donc ces biocarburants, ils ne doivent pas concurrencer les usages alimentaires et énergétiques déjà existants. Et donc de ce fait, les intercultures dans lesquelles se trouve la cameline répondent à tous ces besoins pour les agriculteurs et les compagnies aériennes. Et donc pourquoi la cameline? Parce que c'est une espèce en fait qui peut pousser très vite, en 3 mois, et donc être cultivée comme une culture dérobée. Elle a besoin de peu d'intrants et elle produit de l'huile forcément qui peut être utilisée dans le moteur d'un avion. Qui dit, j'allais dire, durée un peu courte, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans cette production? Alors oui, il faut quand même avoir conscience un peu des complexités de la culture. Ça fait 5 ans, nous, qu'on sillonne les plaines en France et qu'on regarde les champs de cameline. Le premier piège, c'est de considérer la cameline comme un couvert réglementaire classique, comme une moutarde ou un colza. En réalité, c'est quand même plus complexe à semer, puisqu'on va semer une toute petite graine en plein été. Elle doit traverser les résidus de paille. Et donc, tout ça demande quand même un semis de précision. Et pas mal de points de vigilance. Alors je ne vais pas détailler tout l'itinéraire technique, mais celui-ci est disponible sur notre site internet. Ok, d'accord. Et au moment de la récolte, est-ce qu'il faut faire attention aussi justement avec ces OS pour arriver à une bonne récolte? Alors oui, là aussi, il y a quelques complexités. C'est une toute petite graine, donc il peut y avoir des impuretés dans les lots, donc il faut être capable de nettoyer la graine. Et ces impuretés, en fait, elles vont amener pas mal d'humidité au lot. Donc si on ne les trie pas rapidement, le lot peut monter en température et se dégrader. Et donc il faut aussi être capable de sécher cette graine puisque la récolte va avoir lieu globalement entre le 15 septembre et le 15 octobre, à une période qui peut être assez humide. Donc il faut que les OS soient équipés en nettoyeur, en séchoir et que ces matériels soient disponibles à la récolte. Sinon, en termes de développement, avant de me lancer, est-ce qu'il y a vraiment des perspectives de développement dans cette production? Alors oui, c'est assez simple. La Commission européenne a fixé pour l'aviation, à partir de 2025, un mandat d'incorporation de biocarburants dans le kérosène fossile de 2%. Ce mandat il va monter à 4% en 2030, puis 36% en 2050. Ça représente, alors nous on a fait nos calculs, on estime qu'environ ça représente une demande de 3 millions de tonnes d'huile, donc c'est assez considérable.
Cependant, la Cameline ne va pas répondre à tout ce besoin-là. Ça sera probablement un mix énergétique. Il y aura peut-être aussi d'autres intercultures, des huiles usagées, en espérant qu'elles ne soient pas frauduleuses. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché sera assez porteur puisqu'il y a plus de demandes que de production. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'en termes de perspective de développement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent produire. Est-ce que ça veut dire que tous les agriculteurs vont pouvoir produire de la cameline en France ? Alors, on espère que le plus d'agriculteurs vont produire de la cameline. Cependant, tout le monde ne sera pas forcément capable de le faire puisqu'il faut être dans un climat où il y ait assez de degrés jour en plein été pour que la cameline finisse son cycle en 3 mois. Il faut également qu'il y ait un petit peu d'eau. La cameline a besoin de 130 mm d'eau sur tout son cycle pour exprimer son plein potentiel à 15 quintaux hectares. Sinon, oui, beaucoup d'agriculteurs seront éligibles pour faire cette production de cameline en interculture. D'accord. Alors, habituellement, on le voit aussi plutôt semé traditionnellement au printemps. Est-ce que les semis de printemps peuvent rentrer dans cette filière ? Alors non, malheureusement, puisque en fait, notre filière, elle repose sur l'aspect de l'interculture. C'est-à-dire que c'est la cameline en interculture qui nous intéresse. Et c'est cet aspect additionnel qui fait que l'on a été éligible pour intégrer le marché de l'aviation. Et donc malheureusement, une culture de cameline semée au printemps, déclarée comme une culture principale, ne sera pas éligible pour l'aviation. Ok, alors qui dit huile dit aussi tourteau. Est-ce que la cameline produit des tourteaux pour les éleveurs ? Alors oui, comme le colza, en fait, la plus grosse partie de la graine, c'est du tourteau. Quand en fait, nous, on va triturer la graine, on va extraire l'huile d'un côté, et puis la partie solide qui reste, c'est du tourteau. Et c'est pour la cameline du tourteau très riche en protéines. On atteint plus de 40% de protéines. À titre indicatif, du tourteau de colza, ça va être à 33% de protéines, et du tourteau de soja à 46% environ. Donc la cameline, on l'espère, va aussi contribuer à l'autonomie protéique des élevages français, et notamment des élevages bovins. Dis-moi aussi concrètement le nerf de la guerre, ça rapporte quoi à l'agriculteur économiquement, c'est quoi les rentabilités ? Alors, sur la rentabilité, en effet, il faut savoir que nous, il n'y a pas de marché cameline pour l'instant, puisque je t'ai dit c'est 2025. Mais CEPOL, on a pris un peu les devants en proposant un prix aux agriculteurs pour cette culture. Et donc, on a fixé un prix de 600 € la tonne. Et ce prix-là permet à 6 quintaux de couvrir les coûts des agriculteurs qui tournent autour de 350 € l'hectare, moisson et séchage compris. Et donc à partir de 10 quintaux, on peut atteindre 250 € l'hectare de marge. Et puis à 15 quintaux, qui est le potentiel qu'on a observé aussi, on peut monter aussi beaucoup plus haut en marge. Et est-ce qu'il y a d'autres débouchés que l'aviation pour ce produit ? Alors oui, la cameline, ça a toujours existé, donc il y a d'autres débouchés, notamment la cosmétique. Mais tous ces petits marchés, en fait, sont des marchés de niche et qui ne sont pas suffisants pour embarquer tous les agriculteurs français et développer une filière. Donc nous, CEPOL, on se concentre principalement sur le marché de l'aviation. Ok, écoute, merci Guillaume pour tous ces renseignements, j'en sais un peu plus sur tous ces débouchés. Je te remercie. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris aussi l'intérêt de l'interculture de la cameline et puis son renouveau quelque part dans nos productions. Je te remercie de nous avoir présenté un petit peu tout ça. Je vais remercier aussi Sam, agriculteur indépendant. Allez voir ses vidéos si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur pas mal de techniques et très intéressant. Si vous vous intéressez aussi à l'interculture de cameline, que vous voulez en savoir plus et pourquoi pas l'implanter l'année prochaine, n'hésitez pas, je vous mets les liens juste ici en dessous. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez toutes les informations nécessaires ou vous renseigner auprès de chez CEPOL ou auprès de vos OS pour savoir comment pouvoir l'implanter. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires et des questions si vous en avez, on vous répondra juste ici en dessous. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouveau Zoom de l'expert. Allez, salut!